Enchanté, je suis Stéphane Allaire, je suis le président fondateur de Reforest Action, un fidèle de Pro Durable. Ça doit faire la 10e année qu'on est là. Et merci aux organisateurs pour cette nouvelle édition. On vous accueille aujourd'hui avec Sandrine qui va se présenter dans une seconde sur le thème de la stratégie des entreprises en faveur des forêts. On a, nous, chez Reforest Action, la chance de pouvoir accompagner plusieurs milliers d'entreprises dans leur démarche auprès des forêts, 3000 exactement. Et on constate que ce sont un petit peu toujours les mêmes questions qui reviennent. Et puis surtout, le contexte évolue considérablement. Et il nous a semblé utile de partager avec vous l'état de l'art et finalement, c'est quoi une stratégie forêt qui tient la route. Voilà, et je suis accompagné donc de Sandrine Sommer, qui est directrice développement durable de Moët Hennessy et qui va se présenter bien. Voilà. Bonjour à tous, merci Stéphane de m'inviter à cette table ronde. Je suis ravie d'intervenir avec toi et je suis ravie d'intervenir sur le sujet des forêts qui m'est cher et qui nous est cher chez Moët Hennessy. Donc, alors en 2 mots, effectivement, je m'occupe du développement durable pour Moët Hennessy. Moët Hennessy, c'est toute l'activité vin et spiritueux du groupe LVMH. Donc un certain nombre de maisons de champagne, de cognac, de vin tranquille et de vin effervescent. Et aujourd'hui, en fait, je viens plus spécifiquement parler de tout ce qu'on a mis en place pour la maison Hennessy, donc qui est une maison de cognac. Je vais y revenir. En 2 mots, donc moi je m'occupe de développement durable depuis plus de 15 ans maintenant dans le groupe LVMH. Auparavant, dans une maison qui m'était chère chez Guerlain, donc sur les parfums et cosmétiques. Et ça fait à peu près 1 an et demi que je m'intéresse maintenant à un autre type d'alcool, donc sur les vins et spiritueux. Donc chez Hennessy, je pense que c'est important parce que c'est une très grande maison, le leader mondial du cognac. On n'a pas forcément toujours la bonne notion en France de ce que fait Hennessy, parce que Hennessy, en fait, à 99%, est en exportation, donc principalement sur les marchés américains et les marchés asiatiques, où là, le cognac est vraiment consommé sous toutes ses formes, que ce soit du cognac pur, mais également en cocktail, etc. Voilà. En France, et c'est aussi un sujet sur lequel on travaille, on aimerait bien aussi pouvoir lui redonner ses lettres de noblesse et que ce soit considéré comme une boisson précieuse et tout à fait actuelle. Voilà. Donc, en 2 mots, donc Hennessy, donc appartient au groupe LVMH, comme je disais, et puis j'ai mis un petit process. Je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai qu'on nous pose souvent la question, mais le cognac, c'est fabriqué à partir de quoi? À partir de raisins. Et donc c'est le monde de la viticulture, et ça serait intéressant parce que je vous expliquerai justement pourquoi la forêt est si importante dans le monde de la viticulture. Voilà. Et puis le cognac, à savoir, c'est donc du raisin qui est distillé, c'est des eaux de vie qui vieillissent et qui vieillissent pendant très longtemps dans des barriques en chêne. Et donc vous comprenez aussi pourquoi du coup le bois et la forêt est si important pour la maison Hennessy. Voilà, donc ce que je voulais peut-être juste vous dire en introduction, et après je viendrai un peu plus précisément sur ce qu'on fait justement sur la forêt chez Hennessy. Merci Sandrine. Alors, pour peut-être placer les choses dans leur contexte, il y a différentes raisons pour lesquelles les entreprises décident d'agir en faveur des forêts. On vous en a résumé 4 ici. Peut-être vous reconnaîtrez-vous. Une raison majeure, c'est pour avoir de l'impact positif. Et les forêts sont quand même... c'est l'écosystème naturel sur les terres émergées par excellence, couvre 30% des territoires. Et je vais revenir sur un certain nombre de chiffres après, mais si on veut avoir de l'impact, la forêt est un bon sujet. Il y a aussi le caractère émotionnel de la forêt. On a tous un arbre dans le cœur, je le dis assez souvent, et l'arbre de son enfance, chez ses grands-parents, etc. Et c'est un moyen de fédérer ses parties prenantes, ses collaborateurs, ses clients, ses fournisseurs, l'ensemble de ces parties prenantes. Et beaucoup d'entreprises sollicitent pour pouvoir mener des projets fédérateurs. Il y a également une grande problématique qui émerge de plus en plus, c'est que pour des entreprises comme Hennessy, et pour la plupart des maisons du groupe LVMH d'ailleurs, et peut-être la vôtre, il y a un lien très fort avec les écosystèmes.
Ensi est dépendant du raisin. Eh bien, on travaille beaucoup avec des entreprises sur leur chaîne de valeur. Ça peut être sur les vignes, ça peut être sur le coton, ça peut être sur l'EVA, ça peut être sur un grand nombre de cultures et même de zones d'élevage où finalement l'arbre que l'on vient introduire ou réintroduire souvent en agroforesterie, eh bien, permet finalement de sécuriser les chaînes d'approvisionnement et permet donc de réduire le risque, mais aussi de créer des opportunités, et on verra lesquelles. Et si je peux me permettre de rebondir, en fait, c'est vrai que notamment dans les produits de luxe, et que ce soit à nouveau sur les parfums cosmétiques ou sur les alcools, on dit souvent, quand on vend un produit, on vend son écosystème. Donc c'est juste pour rebondir sur ce que tu disais. Oui, il y a des bénéfices souvent directs et indirects associés au projet de reforestation dans les chaînes de valeur. Et le dernier aspect, c'est l'aspect réglementaire. Aujourd'hui, la réglementation concernant la restauration des écosystèmes n'est pas très présente. Il y a un peu de réglementation, notamment sur la compensation biodiversité pour certains secteurs d'activité, comme le secteur de la construction, mais n'est pas très présent. Cela étant dit, depuis quelques années maintenant, et depuis les accords de Paris en particulier, il y a des engagements à la neutralité carbone globale, mondiale, et à la contribution de chacun des États. Et les États, il y a 49% du PIB mondial, à travers les États qui ont souscrit aux accords de Paris, qui s'est engagé à la neutralité carbone. Ce ne sont pas les États qui vont mettre la main à la poche. Elles vont bien sûr passer par, ils vont passer par des contraintes réglementaires. On les voit arriver petit à petit, et les entreprises ont tendance à anticiper pour ne pas boire la tasse le jour où ça deviendra une réalité. Voilà, en quelques mots, les principales raisons pour lesquelles, chez Reforestation, on est sollicité par des entreprises de toute taille. Il faut savoir, 3000 entreprises, il y a beaucoup de TPE dans l'histoire. Il y a aussi des PME, puis des très grands groupes à l'image de LVMH et de la maison Ensi. Alors, notre métier, alors je suis désolé parce qu'on a des problèmes techniques et je vais attraper un torticolis dans pas longtemps, mais notre métier, nous, c'est de préserver, restaurer, créer des forêts. C'est notre seul métier, c'est la forêt. On le fait pour plein de raisons, parce que c'est juste d'abord, et puis aussi parce que c'est particulièrement efficace pour le climat et la biodiversité, mais aussi pour le développement social. Il y a 1,6 milliard de personnes dans le monde qui dépendent de la forêt pour vivre ou pour survivre. 1,6, c'est pas rien, sur 7 milliards. Et à chaque fois qu'on entreprend un projet, et c'est particulièrement vrai dans les zones intertropicales, à chaque fois, c'est un projet qui a une dimension économique très forte. On sort des gens de la pauvreté avec des projets de reforestation tous les jours. Donc les dimensions attendues, en tout cas les impacts des projets de reforestation, sont aussi bien environnementaux avec le climat et la biodiversité que socio-économiques. Si tu veux bien... Voilà. Alors, quelques chiffres. Merci, Katia. Quelques chiffres. Nous, notre métier, on est un intermédiaire, en quelque sorte, entre un très grand nombre de porteurs de projets. Donc, on appelle ça des porteurs de projets. Ce sont des ONG, des entreprises, des agronomes, des coopératives agricoles qui nous présentent des projets parce qu'ils font face à une problématique. Par exemple, ils s'appuient sur une forêt qui est dégradée à cause de tempêtes, maladies, incendies, sécheresses, etc., ou de la déforestation, et ont besoin de mener des travaux de restauration de leur forêt. Donc nous, notre métier, c'est de venir leur apporter un certain nombre de soutien qui est possible grâce aux 3000 entreprises et aux 300 000 particuliers qui nous font confiance et qui financent ces projets par notre intermédiaire. Et en 11 ans, à peu près, on a mené 1000 projets dans 40 pays et planté 17 millions d'arbres au total environ. Alors quand je dis planter, c'est soit planter, soit régénérer naturellement. Il y a différentes façons d'intervenir. Et ben c'est 39 pays, pas 40. Mais c'est bien 1000 projets. Et sur les 5 continents. Et là, vous avez une illustration finalement de l'ensemble du périmètre que l'on arrive à adresser à partir d'une équipe qui est constituée de 50 personnes à Paris. Donc Reforestation, c'est 50 personnes à Paris
et une quinzaine de correspondants locaux qui sont nos yeux, nos oreilles, qui sont notre présence sur place auprès des porteurs de projets pour mener les actions sur le terrain. Et avec NC, on intervient dans différents endroits. Je ne sais pas si tu veux les nommer. Oui, alors je me disais, peut-être qu'on ne le voit pas, mais Cognac, il y a un petit point sur Cognac, donc on intervient évidemment localement. Et puis l'idée aussi, c'est de régénérer, je l'expliquerai un peu plus tard, des forêts partout dans le monde. Et donc on a des projets aux États-Unis, en Afrique et en Chine également. Voilà pour la couverture. Et la façon dont ça fonctionne, un projet de reforestation, je crois que c'est important de comprendre l'action concrète. C'est qu'il y a tout un processus pour restaurer un écosystème forestier ou pour mener un projet d'agroforesterie. Ça part d'abord par une phase qu'on appelle, nous, de design, où finalement nos experts chez Reforestation vont travailler avec les porteurs de projets pour bien comprendre finalement le pourquoi du projet, finalement à quoi il est destiné ce projet, quels sont les objectifs fixés, et qui vont venir challenger le porteur de projet pour s'assurer que non seulement les objectifs sont réalistes et pertinents, mais aussi dans la mise en œuvre suffisamment bien pensée pour être réaliste et implémentable dans les délais impartis. Cette phase de design nécessite évidemment des tas de tâches. Alors on fait ce qu'on appelle une due diligence, donc on va vérifier le sérieux du porteur de projet. Est-ce qu'il est capable de recevoir des fonds et de gérer le projet sans risque de détournement de fonds, sans risque d'incapacité à mettre en œuvre, faute de moyens sur place, est-ce qu'il y a les bonnes infrastructures, est-ce que le contexte s'y prête, etc., etc. Donc ça, c'est toute la phase de sélection de projet. Une phase d'expertise technique, comme je l'ai dit, et puis une phase de financement grâce aux fonds que les entreprises nous confient et que les citoyens nous confient pour mener à bien nos projets. Au centre, vous avez les travaux, la phase très opérationnelle. Donc là, c'est le porteur de projet qui prend la main, vraiment, et qui va mener ses travaux de plantation ou alors de régénération naturelle assistée, c'est-à-dire que là, il n'y a pas un acte de plantation, mais on va plutôt protéger un arbre qui sort naturellement de terre, et on va le protéger des différentes agressions qu'il pourrait subir. Ça peut être les animaux qui se régalent des jeunes pousses. En France, le premier risque, et nous avons ici dans la salle le secrétaire général de Francilva, qui est le syndicat des propriétaires forestiers privés de France, connaît le sujet par cœur. Le principal risque à la régénération naturelle en forêt, c'est le gibier. Donc le cerf, le chevreuil, etc., etc. C'est une des causes. Donc comment on adresse ce risque-là? Donc la régénération naturelle est aussi un travail à réaliser pour protéger les jeunes arbres, la plantation, et il y a la nucléation, enfin bref, il y a différents moyens. Et une fois qu'on a fait les travaux, il faut bien sûr entretenir les parcelles pour que les arbres puissent croître dans de bonnes conditions. Et la troisième phase, c'est le suivi, bien sûr, un suivi sur 30 ans. Parce que la forêt, elle vit à un autre rythme que le nôtre. Et ça, c'est la première leçon quand on agit en forêt, c'est le temps long. C'est l'humilité, le temps long, le lâcher-prise, en quelque sorte. Alors, ce suivi sur 30 ans se fait en deux phases. Une première phase de 5 ans, où là, on fait un suivi de terrain, s'assurer que les arbres poussent. S'il y a de la mortalité, quelles sont les actions correctrices qu'on peut mener? Et puis s'assurer aussi que les premiers services rendus par le projet sont bien délivrés. Est-ce que les populations locales ont des premiers retours du projet? Est-ce que, pour ce qui est de la France, on va être beaucoup sur le taux de mortalité, sur le côté avéré du risque que peut être la sécheresse, le gibier, le gel, etc. On observe les premiers stades de développement de la forêt. Et puis de la 6e à la 30e année, on va plutôt faire un suivi à distance. Et là, on commence des travaux d'études, de suivi satellitaire pour pouvoir mesurer le couvert forestier, pour pouvoir, à terme, c'est en cours de définition chez nous, mesurer le carbone stocké et puis l'impact sur la biodiversité également. Et on réfléchit, mais c'est un très beau challenge que l'on a devant nous, à mesurer à distance l'impact social de nos projets, peut-être pas à travers des images satellites, mais à travers des remontées d'informations différenciées.
quand on agit en forêt, on n'agit jamais seul. Jamais. Et l'écosystème forestier est l'écosystème le plus complexe à ma connaissance, en tout cas sur les terres émergées. Il y a les océans qui ne sont pas plus simples, je crois. Mais du coup, il faut très bien s'entourer parce qu'on ne sait jamais tout. Alors, chez Reforestation, on a décidé de s'entourer d'un certain nombre d'acteurs institutionnels comme l'ONU à travers la UN Decade, donc la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, mais aussi d'EcoCert qui vient vérifier que nos projets ont une réalité terrain, de OneT qui est une émanation du World Economic Forum, qui est un grand mouvement international pour les forêts. Ce n'est pas le seul et on va en parler. Du Crowther Lab, un labo scientifique, voilà, de l'INRA, un autre labo scientifique, etc., etc. Il faut être très entouré pour agir de façon extrêmement pertinente. Un mot sur le Circular Bioeconomy Alliance. C'est une initiative du prince Charles, du prince de Galles, qui a pour vocation à développer la dimension économique des projets et développer un modèle économique qui nous est cher, nous, chez Reforestation, qui est la bioéconomie circulaire. Chaque projet permet de créer de la richesse localement à partir du vivant et de façon circulaire. Si c'est un sujet qui vous intéresse, passez sur le stand après le PL16, je crois. On passera une demi-journée à en parler. Voilà, et puis bon, d'autres labos, super. Comment adopter une stratégie forestière quand on est une entreprise et qu'on n'est pas du secteur de la forêt? Pour nous, il y a 4 fondamentaux, des incontournables. Des incontournables. Le premier, c'est que... Alors, je passe très très vite dessus, mais on dit tellement que je pars du principe qu'on le sait tous. Agir sur la forêt pour le climat, ça passe avec une stratégie de réduction de ses émissions de CO2. D'accord ? La forêt, l'action forestière ne remplace pas la réduction de ces émissions, tout comme quand on intervient sur la biodiversité, ça ne remplace pas les efforts de réduction d'empreinte sur la biodiversité. Je le dis, c'est dit, et maintenant je passe aux projets en eux-mêmes qui sont complémentaires aux efforts de réduction. Le premier fondamental que vous avez en haut à gauche, c'est qu'il est toujours plus facile d'intervenir en forêt quand c'est relié à votre business, à votre chaîne de valeur. Ça donne du sens, ça donne du corps, ça donne de la pertinence, et c'est plus facile de convaincre votre comité de direction quand vous savez pourquoi vous le faites et quel est l'impact sur votre chaîne de valeur. Sandrine va en parler tout à l'heure pour NC. C'est le point de départ. Donc là, ça passe souvent par des actions entreprises, par exemple sur un vignoble, sur une filière coton, sur une filière EVA, sur une filière agricole, etc., etc. C'est les exemples que je donnais tout à l'heure. Ça, c'est le premier fondamental, j'ai envie de dire. Dans l'autre sens. La forêt est multifonctionnelle. Elle sert un grand nombre elle rend un grand nombre de services. Je crois fondamentalement qu'il ne faut pas chercher à avoir un service en retour. Par exemple, une forêt qui ne délivre que du bois et on efface tout le reste, il y a peut-être un risque de dégradation sur la biodiversité. Peut-être, pas forcément. Peut-être un risque de largage de CO2. Peut-être un risque social de non-acceptation par les populations locales. Tout comme une forêt qui ne sert que d'un objectif biodiversité ou qu'un objectif carbone, eh bien peut-être que d'autres aspects de la forêt peuvent être dégradés, et c'est bien de le savoir avant de lancer les travaux. Donc avoir une conscience de son travail sur la biodiversité, le climat et l'impact socio-économique, ce sont les 3 grands sujets quand même à appréhender quand on adresse le sujet de la forêt. Planter un arbre, c'est super, mais alors ça ne sert à rien si l'arbre ne pousse pas. Il y a des contre-exemples à foison. Vous avez peut-être entendu parler de ce projet en Turquie il y a 1 an ou 2, là, où on a planté, je ne sais plus quoi, 100 millions d'arbres. J'ai même perdu le chiffre tellement c'était grand. 100 millions d'arbres, 90% sont morts après parce que c'était de la com. Le suivi est très important. Je vous parlais d'un suivi sur 30 ans, 5 ans, puis 25 ans. Bon, voilà, c'est un incontournable. Il y a des indicateurs de suivi. Ça aussi, c'est un sujet qui va nous prendre une demi-journée si vous passez sur le stand après. Et le dernier volet, j'utilise des termes qui sont propres à Reforestation.
Nous, on considère que notre mission, c'est ni plus ni moins que de créer une génération d'entrepreneurs de la reforestation. Et on aimerait vous associer à cette démarche. Parce que ce n'est pas nos équipes chez NC ou chez Reforestation qui plantent les arbres ou qui les entretiennent ou qui en font même l'entretien sur place. Ce sont des acteurs locaux. Et on aime beaucoup, nous, les voir comme des entrepreneurs. Ça peut être des agriculteurs, hein. Ça peut être une ONG locale, ça peut être une entreprise locale, ça peut être, encore une fois, une coopérative, etc. Sauf que ces personnes-là, si on les place dans une logique d'entrepreneuriat, eh bien, on est sûr qu'il va y avoir une dimension économique sur place qui va être le premier garant de la pérennité du projet. Et c'est aussi le premier garant du fait que les personnes qui vont agir ne vont pas agir sous perfusion dans la durée de Reforestation ou d'ENSI ou d'autres acteurs de la reforestation. Donc, créer une génération d'entrepreneurs de la reforestation, c'est très important, parce que la reforestation, on en a besoin, sous format d'entrepreneuriat. Et une génération, pourquoi ? Parce que je crois déjà que ce n'est pas un sujet d'une année, c'est un sujet générationnel, celui qu'on doit adresser. Et dans le terme génération, il y a une notion de volume. Et aujourd'hui, on a besoin d'agir en très très grand. En très très grand. On a besoin de restaurer, ou enfin en tout cas de créer 1 milliard d'hectares de forêts de plus dans le monde. On a besoin de restaurer 350 millions d'hectares dans le monde. On a besoin de protéger 1,3 milliard de forêts primaires dans le monde. Ça nous dépasse, on ne le fera pas tout seul. Il nous faut une génération d'entrepreneurs de la reforestation. Et ça, c'est une démarche compliquée, mais enthousiasmante, et sur laquelle on a, chez Reforestation, 11 ans de retour d'expérience. Et on n'est pas dans l'utopie du tout. Et Sandrine en est déjà actrice. Quelques mots sur les enjeux forestiers, et après on rentre à nouveau dans le concret. Les forêts sont les premiers puits de carbone terrestres au monde et les premiers foyers de biodiversité terrestre au monde. 80% de la biodiversité terrestre est en forêt. Donc si ces deux sujets qui sont intimes entre eux, hein, ils sont complètement reliés, ils sont jumeaux, si ces deux sujets sont importants pour votre entreprise ou pour vous, vous tapez dans le mille avec la forêt. Voilà, ça c'est le message que je voudrais passer avec ce slide-là. Mais la forêt, c'est beaucoup plus que ça. C'est de l'emploi, une ressource économique, j'en ai parlé. C'est de la transition énergétique. La biomasse est la première source d'énergie durable. Et la biomasse, c'est encore aujourd'hui beaucoup le bois. Et il y a beaucoup de débats là-dessus sur est-ce que les forêts mondiales savent fournir tout le bois nécessaire. Bon. Et d'autres choses, pardon. Sur la santé, quand vous allez vous promener en forêt, vous vous sentez bien. Ce n'est pas un hasard. Il a été démontré que votre stress sympathique baisse naturellement grâce à ce que vous inhalez en forêt. Ça renforce aussi vos défenses immunitaires, sachez-le. Et juste un chiffre, moi, qui me fait sourire, et je vous le partage, c'est qu'il y a une étude canadienne qui est sortie il y a quelques années qui dit que si vous vivez dans un appartement ou une maison où de votre fenêtre vous voyez du végétal, vous vivez 7 années de plus que si vous voyez du bitume. Pensez à déménager si vous ne voyez pas de verre depuis votre fenêtre, s'il vous plaît. Voilà, ça agit évidemment sur les sols. Hein. Je crois que l'ensemble des sols dans le monde proviennent à l'origine de forêts. C'est une usine à sol. Et 100% de l'eau que l'on boit aujourd'hui a été filtrée un beau jour par une forêt. 100%. Il y a des stations d'épuration, etc., qui viennent en complément, mais tout passe par les écosystèmes forestiers un jour ou l'autre. Voilà pourquoi il faut agir en forêt. Et alors, comment on fait, Katia ? Ah non, avant de dire comment on fait, pourquoi il est important aussi d'agir en forêt ? C'est parce qu'elle est en danger, cette forêt. Il y a 2 menaces majeures, suivant la zone dans laquelle on se trouve. Si je caricature, dans les zones intertropicales, la menace, avec un grand M, c'est la déforestation. Il y a encore aujourd'hui 10 millions d'hectares qui disparaissent tous les ans. 10 millions tous les ans. C'est beaucoup. Il y a différentes causes. Ce n'est pas le sujet de cet atelier, mais retenez l'agriculture. 85% de la déforestation est due à l'agriculture. Alors, soit c'est l'agriculture, c'est des paysans locaux qui ont besoin d'aller couper des arbres pour leur survie, enfin pour dégager des terrains, pour faire une micro-agriculture pour leur quotidien.
soit c'est des grands groupes industriels, de l'agroalimentaire, c'est particulièrement vrai au Brésil, qui sont des acteurs de cette transformation des sols de la forêt vers l'agriculture. Ça, c'est les zones intertropicales, là où il y a des forêts primaires. Dans les zones tempérées, et je fais très vite, pardon, mais c'est caricatural tout ça, mais en France, par exemple, il n'y a plus une seule forêt primaire depuis bien longtemps, donc la déforestation circulée, il n'y a plus rien à voir. Par contre, notre forêt qui a tendance à gagner en surface, eh bien, elle est dégradée pour des raisons de changement climatique, encore une fois, on sent très court. C'est tout ce que j'évoquais tout à l'heure, les sécheresses. Il y a des canicules tous les ans maintenant, alors, peut-être pas cet été quand même, mais voilà, les sécheresses, les maladies, ce sont les deux principaux facteurs de dégradation de la biodiversité en forêt française et européenne. Et les États-Unis, vous voyez maintenant quasiment toute l'année, tous les ans, la Californie brûlée. C'est ce que j'appelle dégradation forestière. Et l'approche, alors là, j'allais super vite parce que j'ai déjà dit en fait, c'est les 3 cercles concentriques. Travailler sur sa chaîne de valeur, c'est le bon point de départ. Quand on est une entreprise de service, on ne sait pas très bien comment le faire parce que la chaîne de valeur, elle est assez déconnectée finalement des écosystèmes. Mais il y a peut-être quand même des choses à faire, ne serait-ce que par l'empreinte de l'emprise du bâtiment sur les sols. Le deuxième cercle, c'est au plus proche de ses parties prenantes. On est tous plus sensibles à un écosystème forestier quand il est proche de soi que quand il est loin de soi. C'est un réflexe. Et je dois dire que quasiment 100% des entreprises qui veulent travailler avec nous demandent d'agir localement. C'est le cas avec NC et Sandrine, mais c'est le cas aussi pour tous les autres, parce qu'on peut fédérer, parce qu'on peut emmener voir, parce que c'est concret, on touche du doigt, on participe. Et tout d'un coup, le changement climatique, on peut le toucher avec ses mains. Un arbre qui dépérit, il est là, il est devant nous, on le touche, il est en train de mourir. C'est le changement climatique. L'érosion de la biodiversité, on en est un témoin direct, etc., etc. Donc l'action locale a une très forte importance de restauration des écosystèmes locaux, mais aussi de sensibilisation. Le troisième cercle, c'est celui qui a un impact global sur la biodiversité, le climat, le développement social, tout ce que j'ai pu évoquer jusqu'à présent. Le troisième cercle, c'est l'action d'envergure, c'est l'action que l'on mène sur les zones intertropicales majoritairement. C'est là où 1,6 milliard de personnes attendent des projets de restauration de forêt parce que leur lieu de vie se dégrade. Donc c'est un lieu à Madagascar, je crois que monsieur intervient à Madagascar, au Kenya. NC intervient à Madagascar, NC intervient au Kenya, NC intervient au Nigeria, etc. Tous ces lieux-là, au Brésil, etc., etc. Tout ça, ce sont des lieux où on ne peut pas ne pas agir. C'est loin, oui, mais c'est important. Qu'est-ce que j'ai pas dit ? Comment intervenir ? Non, vas-y, passe. Comment intervenir ? Il y a 4 solutions très concrètes pour les entreprises. Financer des projets de plantation ou de régénération, bref, des projets de régénération ou de création d'écosystèmes. Pas dans une approche carbone, dans une approche écosystémique, dans une approche holistique. Restaurer un écosystème parce que c'est juste. Voilà, parce que c'est juste. Contribuer à la neutralité carbone globale, donc ça c'est si vous êtes dans une démarche où vous mesurez vos émissions de CO2, vous les réduisez et que vous voulez atteindre une forme de neutralité, même si le mot est contesté et contestable. Mais si cette démarche est la vôtre, et c'est très bien, eh bien vous avez un levier avec la forêt et ça va être des projets un peu plus spécifiques, des projets sur lesquels on va avoir une mesure carbone peut-être particulière, où on va faire appel à des labels, VCLs, Gold Standard, label bas carbone, quand on est en France. Voilà, ça c'est une approche souvent assez spécifique. Et alors, on a aussi l'opportunité d'agir au plus proche de soi en ville, à créer ce qu'on appelle, nous, des micro-forêts urbaines. Ce ne sont pas des forêts, ce sont des micro-forêts. Elles sont très particulières, à plein des égards. La finalité, on ne va pas aller couper du bois en forêt urbaine, ça n'aurait pas de sens, il n'y a pas les surfaces nécessaires, ce n'est pas la finalité du tout. On veut réintroduire de la biodiversité dans les zones qui n'en ont que très peu, et puis on veut créer du bien-être pour les riverains.
il y a des techniques très particulières en termes de choix des essences, en termes de densité, en termes de mélange, en termes de plein de choses, de mode de plantation participative. Je vous invite à considérer ces forêts urbaines. Elles sont assez emblématiques de ce que l'on sait faire aujourd'hui sur tous les écosystèmes terrestres. Parce qu'on intervient en zone agricole avec l'agroforesterie, en forêt, mais aussi en ville. Et puis l'agroforesterie, voilà, en zone agricole, où là, on est... ce qui est génial avec l'agroforesterie, c'est que ça consiste à planter des haies autour des champs et des arbres en intraparcellaire, hein, ça revient souvent à ça. Et ça permet de marier les cultures avec la présence d'un couvert arboré, avec des arbres. Et ça permet de lutter contre la déforestation, bien souvent, dans bien des régions, parce que si on déforeste, c'est pour dégager les surfaces agricoles. Et quand vous arrivez à, sur les surfaces agricoles existantes, réintroduire un couvert forestier avec la biodiversité qui l'accompagne, et que ce couvert forestier vient enrichir vos sols, ramener de l'eau, produire des fruits, produire du bois, produire du fourrage, produire des tas de services complémentaires qui viennent finalement améliorer le rendement financier de votre surface agricole. Vous avez tout gagné et vous avez limité les coupes dans les forêts primaires voisines. Comment tu fais, toi, Sandrine, pour participer à tout ça ? Alors, comment je fais, enfin, comment nous faisons au sein de la maison ENSI. Alors, je ne vais pas vous développer toute la stratégie de développement durable de la maison ENSI, mais je trouvais intéressant, et pour rebondir sur ce que tu disais, Stéphane, évidemment, dans la stratégie de développement durable ENSI, il y a une partie sur la biodiversité, une partie sur le climat, et évidemment les impacts sociaux et sociétaux. Et en fait, je voulais vous montrer que nous, la forêt, on a décidé de le placer plutôt sur la partie biodiversité et sol vivant. On a un sujet, en fait, quand on travaille sur de la viticulture, c'est la qualité des sols, la fertilité des sols. Donc c'est un vrai sujet sur lequel on a encore beaucoup de choses à faire, et on est convaincu que justement amener de la biodiversité et notamment amener des systèmes forestiers, tout ça va dans le bon sens. Donc on a décidé de placer cet enjeu de régénération de forêt sur la partie biodiversité et sol vivant. Bien sûr, on a aussi un gros impact sur le changement climatique. Donc en fait, on a toute une partie pour réduire nos émissions carbone. Et si d'aventure on commence à calculer tout ce qu'on peut compenser avec les forêts, on le fera. Mais on a d'abord un enjeu de réduction drastique sur les émissions carbone. Et ça, c'est très clair, parce que c'est la question qu'on nous pose très souvent. Voilà. Et puis, évidemment, on a tout un enjeu sur l'aspect social et sociétal. Mais comme le disait très justement Stéphane, sur les projets de régénération de forêts qu'on peut avoir partout dans le monde, ça, c'est un indicateur hyper important. L'impact, le bénéfice positif sur les communautés locales. Donc, finalement, la forêt, elle réunit tous les sujets. Alors, pourquoi aussi on a décidé de s'intéresser, comme le disait Stéphane, ça fait complètement partie de la chaîne de valeur. D'abord parce que, donc ce que je vous disais, on est issu de la terre, hein, le raisin, le cognac est issu de la terre, qu'on a une vraie volonté de régénérer les sols, que donc la forêt, en tout cas, est un moyen d'y arriver. Et puis, on a aussi, je vous le disais, pour vieillir nos eaux de vie, on les vieillit dans des barriques en chêne. On en a besoin beaucoup de barriques en chêne pour faire vieillir nos eaux de vie. Donc on est bien conscient de la fragilité des écosystèmes forestiers, et on est bien conscient des bienfaits de la forêt au sens large. Donc en fait, on trouvait tout à fait cohérent de mettre la régénération de forêt comme vraiment au sein de la stratégie de la maison. Et on s'est fixé un indicateur, parce que c'est toujours bien évidemment de mesurer et de se fixer des indicateurs et des objectifs ambitieux. Et donc on s'est fixé pour 2030 d'avoir réussi à régénérer 50 000 hectares de forêt partout dans le monde. Alors, partout dans le monde, bien sûr, d'abord, il s'agit d'agir localement, donc à Cognac et dans la région de Charente. Mais on s'est dit, comme je vous l'expliquais en introduction, on a la chance aussi de vendre nos produits partout dans le monde, et notamment en Chine, aux États-Unis, et puis aussi Afrique, Moyen-Orient. On s'est dit, ces trois zones, on a aussi un impact. Et on a aussi quelque chose à faire, et en plus, ça se combine bien, parce qu'il y a des choses à faire, effectivement, pour régénérer les forêts, sur ces trois grandes zones. Donc, on a décidé aussi d'avoir des projets très concrets
sur les 3 zones. Et quand on s'est rencontrés avec Stéphane, on a décidé de travailler ensemble. C'est vrai que l'approche, qui nous a vraiment paru pertinente, évidemment, l'expertise de Reforestation sur ces sujets-là, le fait de travailler avec des acteurs locaux, des porteurs de projets locaux, et donc avec des acteurs de projets qui sont sûrs et fiables, ça pour nous c'était important. Le fait d'avoir des indicateurs, Dieu sait si c'est important à nouveau de tout mesurer, donc d'avoir des indicateurs aussi bien sur le nombre d'espèces que le nombre d'hectares générés, le nombre d'arbres, le nombre de personnes qui travaillent sur les projets et le nombre de personnes qui sont impactées bénéfiquement. Tout ça, c'était vraiment des points pour nous qui étaient très importants aussi pour choisir notre partenaire sur cette stratégie qui est vraiment une stratégie d'entreprise. Si donc on regarde, c'est juste localement pour vous donner un peu de concret. Donc on a un vignoble. Alors on n'est pas propriétaire de beaucoup de vignobles. On travaille beaucoup avec des partenaires, avec des viticulteurs. Mais il se trouve qu'on a quand même 180 hectares qui nous appartiennent chez ENSI et on s'est dit qu'on avait un formidable laboratoire pour tester ces pratiques d'agroforesterie. Alors, les pratiques d'agroforesterie, elles sont déjà, évidemment, elles prennent vie sur beaucoup d'autres terroirs et ça existe déjà. Mais on voulait le faire vraiment spécifiquement sur le cognac. C'est assez nouveau et effectivement, on a travaillé avec les équipes de Stéphane pour définir une zone, définir donc ces fameuses haies arbusives autour du vignoble et intra-vignoble. Je sais si donc c'est compliqué, vous pouvez bien imaginer de retirer des rangs de vignes pour aller installer des haies. Donc c'est des sujets qu'il a fallu travailler en interne pour pouvoir les mettre en place. Et puis bien sûr des arbres qui viennent terminer ce beau projet. Tout l'enjeu, parce que, évidemment, tout l'enjeu, c'est d'avoir des indicateurs super précis qui démontrent que c'est bénéfique bien sûr pour la biodiversité, la macro-biodiversité, la micro-biodiversité, mais bien sûr que c'est bénéfique pour la productivité aussi de la vigne, en passant par l'amélioration des sols, etc. Donc c'est tout l'enjeu. Et donc on a mis en place avec Stéphane un certain nombre d'indicateurs qu'on va suivre. Donc ça ne va pas être tout de suite, mais on va les suivre et pour avoir des mesures impactantes pour ensuite, effectivement, aller diffuser, implémenter, proposer ce type de pratique à l'ensemble de nos partenaires. L'idée étant d'avoir un vrai impact sur la région de Charente et Charente-Maritime. Voilà. On a aussi décidé tu parlais de micro-forêts urbaines, on appelle ça les îlots de biodiversité, et donc en fait de profiter de surfaces qui nous appartenaient, sur lesquelles il ne se passait pas grand-chose, pour aller planter, justement, sur le modèle de ces micro-forêts, énormément d'espèces en grande quantité sur un minimum de surface. Donc on a fait ça aussi donc à Cognac, sur une zone qui s'appelle le Prédina, qu'on a planté là au printemps. Et donc l'idée aussi, c'est de faire ces réservoirs de biodiversité, d'en faire plusieurs, à nouveau sur la région. Et puis après, ce qui serait formidable, c'est que pour relier ces îlots de biodiversité qu'on va créer, on puisse mettre ces fameux haies arbusives pour créer ces corridors écologiques. L'idée est vraiment là. Voilà. Et puis on a d'autres projets localement aussi sur une forêt en Charente qui a beaucoup souffert pendant la tempête de 99, où on participe aussi avec l'ONF pour régénérer cette forêt, parce que ils ont besoin aussi des entreprises pour pouvoir continuer à avancer. Voilà, donc vraiment un projet local. On a d'autres projets qui en cours pour impliquer les collaborateurs. On veut absolument effectivement leur faire participer à ces îlots de biodiversité qu'on veut créer, donc qu'ils le fassent eux-mêmes. Et l'idée, c'est pas, comme le disait Stéphane, juste planter un arbre. C'est de bien comprendre l'ensemble de l'écosystème, de bien comprendre comment toutes ces espèces vivent ensemble et comment tout ça se recrée et on en a vraiment besoin. Donc on a aussi ce projet de faire participer nos collaborateurs. Puis on a plein d'autres idées encore pour placer le sujet vraiment aussi au centre des préoccupations de nos équipes, de nos partenaires, je vous le disais, nos viticulteurs, et même plus loin, puisque typiquement avec notre fournisseur, un de nos plus gros fournisseurs de verre, on a décidé aussi de faire un projet ensemble comme ça sur la régénération de forêt. Donc c'est un formidable lien en fait avec l'ensemble de nos parties prenantes. Donc ça c'est localement.
Et je vous le disais aussi, l'idée, c'est donc d'agir de manière internationale. Et donc là, on a décidé d'avoir un investissement majeur sur ce sujet-là, sur du long terme, parce que l'édition limitée ne marche pas sur la forêt, on en est bien conscient, et Stéphane, tu le soulignais. Donc un impact majeur et durable. On choisit des projets ensemble, on se met d'accord tous les ans sur les zones donc qu'on a sélectionnées, donc les US, l'Asie, enfin la Chine en particulier, et puis sur l'Afrique. Sur l'Afrique, on a plusieurs projets. Donc tu parlais du Nigeria, de Madagascar, mais aussi le Kenya. Le Kenya, on a trouvé que c'était un formidable projet parce qu'il se trouve qu'il y avait un vrai besoin, que vous aviez un partenaire que vous connaissiez depuis longtemps qui proposait de régénérer le mont Kenya, en fait, donc avec plusieurs angles qu'on trouvait intéressants. Donc la partie régénération de forêt, la partie agroforesterie, donc pour accompagner les agriculteurs sur cette zone à justement augmenter leur productivité à travers la plantation d'arbres de leur culture. Et puis un projet moi je trouve aussi très touchant et hyper important à travers la transmission, l'éducation, puisque sur ce projet permet aussi d'aller transmettre et d'éduquer des écoles, enfin des collégiens, non, ils sont plus petits en fait, mais des enfants, où en fait on leur explique pourquoi l'arbre et la forêt est important, on leur en donne un et on leur demande de s'en occuper pendant toute leur scolarité. Et voilà. Et on sait bien aussi que c'est en éduquant dès le plus jeune âge qu'après c'est beaucoup plus facile pour faire passer un certain nombre de messages. Voilà. Donc, et vous voyez en fait, ce qui était important pour nous à nouveau, c'est de s'engager dans la durée, bien évidemment, d'avoir des indicateurs très précis que l'on suit. Ça, c'est un projet parmi tous les autres. Et l'idée, c'est donc d'arriver, alors il fallait en sélectionner qu'un en objectif pour 2030, mais on en a plein d'autres, c'est d'arriver à ces 50 000 hectares régénérés avec tous ces projets qu'on va suivre. Et puis je pense que tu peux en parler aussi, parce que Stéphane, tu étais au mois d'août justement au Kenya. Et donc ça aussi pour nous, c'est important, c'est de se dire que sur place, on voit ce qui se passe, parce qu'évidemment, on n'y va pas tous les jours, encore moins dernièrement, bien sûr. Donc c'est important aussi d'avoir un audit régulier, de savoir on investit de l'argent, de savoir voilà, si c'est les indicateurs tels qu'on se les était fixés, c'est bien la réalité. Eh bien, merci pour ce témoignage. Alors, on est déjà au terme du temps. Peut-être qu'on a quelques minutes pour des questions. Est-ce que vous avez des questions ? Là-bas, monsieur. Alors, ouais. Bonjour, merci beaucoup. Deux questions différentes pour chacun d'entre vous. Premièrement, pour Reforest Action, est-ce que vous êtes intégré au 1% pour la planète ? Est-ce que vous êtes une des entités qu'on peut financer via ce régime ? Et sinon, quels sont les avantages et les inconvénients ? Et l'autre question pour Annecy, concrètement, en termes de pratiques agricoles chez vos partenaires viticulteurs, est-ce que vous faites aussi un pas plus loin avec du bio, de la biodynamie ou de l'agriculture régénérative ? Merci. Non, nous ne sommes pas, je crois, référencés au 1% pour la planète, mais vous pouvez contribuer directement sur reforestaction.com si vous souhaitez le faire à titre individuel ou au titre de votre entreprise. Et pour répondre à votre question, effectivement, je ne suis pas rentrée dans le détail de la stratégie, mais on a un pan spécifique sur la partie viticulture durable, où l'idée, c'est de continuer à limiter les intrants de synthèse et les intrants chimiques. Ça, c'est évidemment un point important de notre stratégie. Et donc, on travaille avec nos viticulteurs pour les engager dans les différentes certifications qui existent et effectivement pour continuer. Notamment, on a un programme sur 0 herbicide, et puis on continuera sur ensuite les insecticides et les fongicides. Moi, j'ai une question, Stéphane, c'est sur la partie des boîtes pour lesquelles vous travaillez. Quelles sont la part des boîtes que vous avez sollicitées et celles qui vous ont sollicité ? C'est pour comprendre un peu le niveau de maturité des entreprises sur cette thématique de la forêt, première question. Et deuxième question, c'est sur le cas du Kenya, par exemple. Comment ça se passe ? Ce sont des lanceurs d'alerte, c'est des associations locales qui vous font remonter des demandes pour que je comprenne bien.
Alors, on a 11 ans. Les 5 premières années, il y avait 0 appel entrant, 100% d'appels sortants, 10% de réussite. Depuis 2015, on n'a aucun appel sortant. C'est-à-dire qu'on essaye de répondre à la demande. On essaye de répondre à la demande. C'est merveilleux, c'est exigeant, c'est fatigant, mais voilà, donc je crois que ça répond à ta question. On essaye d'aller faire des démarches proactives pour aller choisir des entreprises avec lesquelles on se verrait très bien travailler. On a du mal à trouver le temps de le faire, mais on va y arriver. Et puis pour répondre à ta deuxième question, on a 11 ans encore une fois et on est assez reconnu maintenant. Et du coup, voilà, un peu partout dans le monde, vous savez, l'écosystème de la reforestation, c'est quand même, c'est un peu toujours les mêmes acteurs, de plus en plus d'acteurs, fort heureusement, une génération qui émerge, je l'espère. Et voilà, donc les gens, comme on apporte des sous grâce à vous, et ben ça se sait assez vite. Et donc on nous sollicite de plus en plus pour des projets. Et d'où l'importance pour nous d'avoir une due diligence solide et un cahier des charges robuste. Et notre mission en amont des projets, c'est d'aller sensibiliser les porteurs de projets à certains aspects quand leur proposition ne répond pas au cahier des charges, notamment sur le climat, sur la biodiversité, mais aussi sur les indicateurs sociaux. Souvent, l'ensemble des parties prenantes locales ne sont pas forcément sollicitées. Et voilà, on a 2-3 acteurs qui ont envie de faire un projet dans leur coin. Et il faut qu'ils ouvrent leur projet. Voilà. Il faut qu'on arrête. On est en retard. Merci pour votre écoute. J'ai juste un mot pour finir. Si vous voulez agir pour la forêt, je vous invite à le faire. Ne le faites pas tout seul. Il existe des coalitions. Il y a une coalition qu'on va vous présenter demain à 11h30 ici à Produrable, si vous avez la chance de revenir. Elle s'appelle Imagine. Elle a été lancée par Laurent Boileau, le président de NC. Et ça regroupe plusieurs boîtes maintenant. Et vous avez l'opportunité d'agir avec d'autres acteurs, avec le sourire, avec enthousiasme, avec envie. On se réunit le mercredi matin à 8h de temps en temps et je peux vous dire que ça réveille, ça donne la banane. Merci, vive la forêt et bravo à vous. Merci.